Moi, ça me dit que je suis dans une session d'entraînement encore. Non, c'est bon, ça y est, tout le monde est en train de rentrer. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle session de l'Académie Indivox. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Fabien Magalon qui va nous parler de la disparition des cookies tiers, de leur historique, de leurs conséquences et aussi des éventuelles solutions à mettre en place pour pallier cette disparition. On va se donner 1 ou 2 minutes, comme toujours. Vous connaissez le credo de l'Académie Indivox. On essaie de démarrer à l'heure et de terminer à l'heure. On se donne 1 ou 2 minutes pour accueillir les derniers arrivants. Donc, je suis Julien Delpech, je suis le fondateur de la startup Invivox. On organise cette académie 1 fois toutes les 2 semaines. On fait intervenir des personnes spécialisées dans le monde de la santé ou du digital, parfois des deux. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes avec Fabien Magalon qui va nous parler de la disparition des cookies tiers. Pour vous donner 1 ou 2 informations sur Invivox, donc Invivox, on est un hébergeur de formation qui s'adresse aux professionnels de santé, tout type de formation, ça peut être des formations présentielles, mais évidemment énormément de formations distancielles et de plus en plus de modules de formation sur étagère qui répondent aux besoins actuels des professionnels de santé de se former quand ils veulent, avec des modules de plus en plus courts, interactifs, réalisés par leurs pairs. Donc aujourd'hui, sur Invivox, on héberge du contenu. On est aussi capable de promouvoir ce contenu vers des communautés spécialisées de professionnels de santé. Et dernier point, tous nos clients, alors qui peuvent être des laboratoires pharmaceutiques, des fabricants de dispositifs médicaux, des hôpitaux, des organismes de formation, des sociétés savantes, récupèrent toutes les données des inscrits aux différents contenus de formation qu'ils postent sur Invivox. Voilà, c'était la petite partie sur Invivox. On va se lancer avec Fabien Magalon. Je vous rappelle qu'à l'issue du topo de Fabien, vous aurez la possibilité de lui poser directement des questions. Donc, le topo va durer une 20aine de minutes et puis ensuite, on ira piocher des questions qu'on posera directement à Fabien. Fabien, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation pour parler de ce sujet vraiment fondamental, et je pense que toutes les personnes qui sont là aujourd'hui répondent, ou en tout cas se posent les bonnes questions en se disant, voilà, la disparition de ces cookies, quel va être l'impact. Fabien, peut-être que je te laisse dans un premier temps te présenter avant de te poser une première question. Ouais, bonjour à toutes et à tous. Alors, je me présente, je m'appelle Fabien Magalon, j'ai 43 ans. Je travaille aujourd'hui dans une adtech française qui s'appelle Augury. Effectivement, voilà, je travaille dans le marché de la publicité en ligne digitale depuis un peu plus de 20 ans. Et voilà, je viens aujourd'hui essayer de faire un topo sur le sujet qui anime l'industrie de la publicité en ligne depuis 2-3 ans. Je dirais depuis la mise en place du règlement général sur la protection des données, le RGPD, début 2018, qui est la mort, ou en tout cas la disparition annoncée prochaine des cookies tiers et l'impact que ça va avoir sur l'ensemble de l'écosystème publicitaire, mais aussi sur les annonceurs et leurs investissements d'acquisition. Merci Fabien. Alors Fabien, peut-être une première question pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte. La question que j'ai envie de te poser, c'est comment en sommes-nous arrivés là à cette disparition annoncée des cookies tiers? Ok, est-ce que je peux utiliser mon support pour essayer de te répondre, Bien Julien? sûr, bien sûr. C'est parti alors. On va démarrer peut-être d'abord par une petite question sondage à destination des vidéos spectateurs. Je ne sais pas comment ça fonctionne, si la voix par-dessus ma présentation. Ça y est, c'est lancé. Le premier sondage est lancé. Donc, ce premier sondage, vous avez 3 possibilités pour répondre à savez-vous ce que sont les cookies tiers? 3 possibilités, oui, non et vaguement. Fabien, si tu veux mettre ta présentation en mode présentateur, là pour l'instant, on a tes notes aussi. Voilà, c'est parfait.
c'est fait. En revanche, moi, je n'ai pas les réponses au sondage. Donc, je te laisserai me les donner, si tu veux bien. Alors, Sandrine va mettre fin au vote. Voilà, elle va partager les résultats. Est-ce que tu vois les résultats, là, Fabien? Non, c'est certainement qu'il y a une fonction pour les voir également, mais je ne les vois pas. Je vais vous lire les résultats, hein, qui sont très simples. On a environ un tiers de personnes qui savent ce que sont les cookies tiers, un autre petit tiers qui ne savent pas, et 42% qui ont une vague idée, hein, de ces cookies tiers. Bah, ouais, bon, je pense que c'est assez normal. C'est un sujet hyper technique et assez ennuyeux, pour être honnête, mais clarifier ça. En fait, un cookie, c'est un identifiant publicitaire. Donc, c'est littéralement donc, généralement 1, 2, 3, 4, 5. Vous, en tant qu'utilisateur, vous allez avoir plusieurs cookies généralement rattachés à vous. Un rattaché à votre ordinateur, un rattaché à votre téléphone, par exemple. D'accord? Ce seront deux identifiants différents, 1, 2, 3, 4 et 4, 5, 6. Voilà. Et cet identifiant, en fait, il existe depuis le début du web et il a la particularité d'avoir été utilisé dans le cadre de la publicité pour la capacité à cibler des campagnes publicitaires et à les individualiser et à faire en sorte que nous ne voyons pas tous autant que nous sommes la même publicité, parce que la publicité va essayer d'être et ça a également un usage dans la mesure d'efficacité, c'est-à-dire que pour les annonceurs, ils utilisent le cookie tiers pour essayer de comprendre quelle est l'efficacité ou le ROI engendré par certains dispositifs. Donc, de manière beaucoup plus concrète, qu'est-ce que ça signifie pour les annonceurs? Il y a des cas pratiques. Je pense que le plus connu, c'est le retargeting, qui a été incarné par d'ailleurs une tech française qui s'appelle Criteo, que vous connaissez peut-être, qui a fait une entrée en bourse extraordinaire il y a quelques le retargeting, ça consiste en fait à afficher une publicité à un utilisateur qui est passé sur le site de l'annonceur. Donc, typiquement, dans notre univers médical, ça pourrait être un utilisateur qui vient visiter le site d'un laboratoire. Lorsqu'il quitte le site, il pourra être reciblé par le laboratoire. Il pourra avoir une publicité pour le laboratoire à l'extérieur du site, et par exemple sur n'importe quel site qu'il visiterait, comme Lemon.fr. Fabien, on nous dit qu'il y a des problèmes de son, où tu es très régulièrement coupé. Ah bon? Ouais. D'accord. Ah, c'est très embêtant ça, parce que je ne l'entends pas, moi. Pour moi, c'est fluide, mais je suppose que du coup, c'est peut-être un sujet de connexion pourtant. Est-ce que tu peux éventuellement couper peut-être ta vidéo? Ce sera peut-être plus fluide. Peut-être, ouais, absolument, ça je peux le faire, c'est pas un problème. Voilà. Merci à tous les participants de nous faire remonter ça. Fabien va couper ses vidéos. Dites-nous si c'est meilleur. 1, 2, 1, 2. Oui, là c'est bon, on t'entend. Bon, je suis vraiment navré. S'il faut, je peux essayer de reboot, hein, évidemment. Peut-être couper la vidéo. On entend l'essentiel malgré tout. Aïe, aïe, aïe. Catastrophe. Bon. Écoute, pour le moment, ça a l'air mieux sans la vidéo. Très bien. Écoute, deuxième cas d'usage, le profiling. C'est un cas d'usage, je dirais, cousin du retargeting. Ça consiste à construire le profil d'un utilisateur à partir de son historique de navigation. Donc, dans notre exemple ou notre univers médical, ça consisterait à afficher un certain type de publicité à un utilisateur parce que l'on sait qu'il a, par le passé, navigué ou consulté un certain nombre d'articles qui vont évoquer spécifiquement. Troisième exemple, la mesure d'efficacité. Donc là, c'est un annonceur qui va être capable, à partir du cookie tiers, de distinguer les ventes qui ont été générées en fonction des différents canaux d'investissement publicitaire et, par exemple, distinguer les investissements générés par une campagne ou par du search. Ouais. Fabien, c'est toujours très haché. Est-ce que tu veux que j'essaye de rebooter, quitte à perdre 3 minutes? Je pense que c'est, hélas, ouais, je pense que c'est la bonne solution. Allez, à tout de suite.
Alors, écoutez, je vais meubler, hein. Donc, moi, je suis pour ceux qui n'ont pas entendu, je suis Julien Delpech, je suis le fondateur d'Invivox. Invivox, c'est une start-up française. On est une quarantaine chez Invivox et on est spécialisé dans l'hébergement de contenu de formation, hein, tout type de formation. Pour ceux qui connaissent Booking.com, voilà, on est le Booking.com de la formation médicale. On n'est pas un organisme de formation, mais on héberge, on centralise des formations. Et ces formations, on a aussi la capacité justement d'aller les pousser vers des communautés ciblées de professionnels de santé pour leur donner plus de visibilité et, in fine, hein, pour justement augmenter le nombre d'inscrits aux différentes formations. Ce qu'on a créé sur Invivox et ce qui fait une grande différence, c'est qu'on a créé un logiciel qui permet à nos clients, donc nos clients, ça peut être des laboratoires pharmaceutiques, ça peut être des fabricants de dispositifs, des hôpitaux, des organismes de formation. C'est un logiciel qui leur permet d'administrer intégralement leur programme de formation. Ça veut dire de créer une formation et de la publier immédiatement, et aussi d'être notifié à chaque fois qu'un professionnel de santé s'enregistre à un contenu de formation ou à un autre. Donc, par exemple, si vous mettez en ligne un module de e-learning, à chaque fois qu'un professionnel de santé s'enregistre, vous êtes notifié pour pouvoir justement derrière déclencher un rendez-vous avec ce professionnel de santé pour aller plus loin sur le sujet. Donc voilà, donc chez Invivox, on fait 3 choses, ce que je vous disais, on héberge et on centralise, on promeut les contenus et nos clients récupèrent les données. On a aussi lancé en 2021 ce qu'on appelle la Content Factory chez Invivox. C'est une petite équipe d'ingénieurs pédagogiques et de concepteurs pédagogiques qui sont spécialisés justement dans la création de contenus qui sont dédiés véritablement aux nouveaux besoins des professionnels de santé qui ont émergé pendant la crise, c'est-à-dire des contenus de plus en plus courts, des contenus également de plus en plus interactifs, idéalement réalisés par des pairs, qui peuvent être consultables n'importe où et à tout moment, en particulier sur téléphone portable. Donc, voilà, donc chez Invivox, on a cette capacité, cette possibilité justement donc, de créer du contenu pour nos partenaires. Donc voilà, en gros, ce qu'on propose chez Invivox, pour vous donner peut-être quelques chiffres, en attendant que Fabien veuille bien nous rejoindre, on a participé à la formation de plus de 150 000 professionnels de santé en 2021. Donc, ce sont des professionnels de santé qui sont venus sur la plateforme pour trouver un contenu et s'y inscrire pour justement faciliter le partage de connaissances entre professionnels de santé. Voilà, donc 150 000 cette année. On espère doubler l'année prochaine. Fabien, tu es de retour avec nous. Salut. Alors, à vous de me dire si ça passe. Écoute, ça a l'air d'aller mieux pour le moment. Je te propose éventuellement de repartager ton diaporama et puis de reprendre sur la slide sur justement les exemples que tu proposais pour expliquer à quoi servent les cookies. Ouais, pas de problème. Alors, juste le temps de relancer la presse, parce que j'ai voulu vite revenir. En attendant que tu lances la presse, je peux vous annoncer la prochaine conférence qui aura lieu le 17 février prochain. Et j'aurai le plaisir de prendre la parole pour parler justement de la création d'une académie pour fédérer les professionnels de santé autour d'une académie. Fabien, pour l'instant, on est en… Voilà, exactement. Là, c'est bon. Écoute, je te laisse reprendre la main sur les cas pratiques et en expliquant à quoi servent les cookies. Excuse à tous, ça me fait bien, c'est les joies du live. Dernier point, la mesure. Bon, pour faire simple et aussi par souci d'avancer compte tenu du délai qu'on vient de créer, les cookies tiers concernaient 90% des cas d'usage de la publicité digitale des 10 dernières années. Donc, c'est pour ça qu'on fait le choix d'appeler ça la colonne vertébrale. C'est utilisé immensément aujourd'hui. Il se trouve que c'est un identifiant qui est amené à disparaître assez rapidement sous 2 impulsions. La première qui est une impulsion qui est liée au régulateur et la seconde, c'est une impulsion qui est liée au géant du marché. Schématiquement, les deux sont alimentés par une même raison, c'est que le cookie, qui avait toutes ses vertus, avait quand même pas mal de défauts en termes
accumulation de risques liés à la vie privée et le fait que le RGPD devienne une réglementation européenne début 2018, ça a rendu l'usage du cookie tel qu'il a été créé de plus en plus difficile. Pour vous donner une idée d'une frise de temps, en fait, tout a commencé en 2017 quand, d'abord de manière complètement autonome avant le RGPD, Safari a décidé de bloquer les cookies tiers uniquement pour des raisons de privacy. Très vite, RGPD a été annoncé et là, la CNIL, c'est la frise côté bleu, et toutes les CNIL équivalentes en Europe ont commencé à imposer aux éditeurs de collecter le consentement à l'utilisation des cookies tiers. C'est là où vous avez vu l'apparition de toutes les fenêtres sur les différents sites que vous naviguez, toutes ces fenêtres qui vous demandent si vous acceptez de voir votre comportement suivi ou non. Et en parallèle à ça, les navigateurs, dans la foulée de Safari, donc Firefox dès 2019, ont stoppé l'utilisation des cookies tiers entièrement. Et Chrome, en 2020, a annoncé qu'il allait arrêter en 2022, donc à la fin de cette année, complètement l'utilisation des cookies tiers. Donc tout ça pour dire que c'est vraiment un phénomène de marché qui est porté à la fois, qui est, je dirais, initié par le régulateur et qui ensuite est imposé par les solutions technologiques navigateurs. Donc, pour être clair, aujourd'hui, les solutions technologiques navigateurs qui bloquent entièrement les cookies tiers, c'est Safari et Firefox. Et demain, ce sera Chrome. Et si vous voulez bien, je vous propose d'essayer de répondre à une autre question, de solliciter votre avis sur une autre question, qui est quel est aujourd'hui le navigateur que vous utilisez le plus? Le sondage a été lancé. Fabien, est-ce que tu vois le sondage cette fois-ci? Oui, absolument, je le vois. OK, parfait. Est-ce que le son est bon? Tu as des feedbacks? Parfait, le son, impeccable. OK, super. Ouais, reboot. Relancer l'ordinateur, c'est souvent la solution à tous les problèmes. Alors, 71% chez Chrome, 18% chez Firefox et 12%, 18% chez Safari et 12% chez Firefox. Alors, vous allez voir que c'est vraiment très, très proche des moyennes marché que je vous ai mis ici. Effectivement, Chrome est extrêmement dominant. Hein, vous aviez mis 70% dans le sondage, c'est extrêmement dominant. Et donc, en fait, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la problématique de disparition des cookies tiers, en réalité, est encore mineure aujourd'hui. Elle ne concerne que 30% des utilisateurs. C'est déjà énorme, mais en réalité, le gros du problème est devant nous. Et c'est bien pour ça que c'est un sujet d'actualité. C'est qu'en réalité, c'est au moment où Chrome va décider d'arrêter entièrement le support des cookies tiers que l'industrie sera vraiment dans une situation très différente, où tout ce qu'il était possible de faire ne sera plus du tout possible. Et ça va arriver prochainement. Juste, je trouvais intéressant d'illustrer pour vous, mais ça, en général, vous êtes quand même bien au courant. Il y a eu 2 ou 3 versions des fenêtres de consentement qui ont été présentées sur les différents sites sur lesquels vous naviguez. Schématiquement, la volonté de la CNIL, c'est que le consentement soit de plus en plus explicite et que finalement, cela devienne un véritable choix et que l'utilisateur soit en mesure ou non de s'opposer à l'utilisation de ces données à des fins publicitaires. En fait, ça, quand même, l'évolution de ces fenêtres, l'air de rien, au même titre que les navigateurs, ça a un impact sur le volume d'identifiants utilisables. Et si vous voulez, pour schématiser, si on reprend la frise qu'on a utilisée tout à l'heure, de gauche à droite, et qu'on essaie de superposer un peu de manière schématique l'évolution de la disponibilité des identifiants, on en est là aujourd'hui. Aujourd'hui, je dirais janvier 2022, par rapport à il y a 3 ans, on a perdu à peu près la moitié des capacités que l'on avait. Donc, ce n'est pas nécessairement forcément visible de la part de tous les annonceurs, mais en fait, le problème est déjà important aujourd'hui, même si en réalité, il deviendra vraiment très, très important, encore une fois, d'ici la fin de l'année 2022, puisqu'on passera à 0% lorsque Google Chrome aura à son tour bloqué les cookies tiers et donc l'utilisation d'identifiants publicitaires. Alors, voilà pour la situation. Maintenant, évidemment, l'industrie entière réfléchit à des options. Donc, il y en a beaucoup, mais pour l'exercice, j'ai voulu, je dirais, synthétiser par famille. Donc, il y a ce qu'on appelle les identifiants de substitution.
C'est-à-dire, finalement, on se dit, bon, très bien, on n'aura plus de cookies tiers, mais peut-être qu'on peut créer un autre identifiant qui aura les mêmes fonctions et les mêmes vertus. Et donc, j'y reviendrai plus longuement. Il y a un deuxième modèle qui est le ciblage contextuel. J'y reviendrai. Je vais d'abord commencer par les audiences fédérées par cohorte. Ça, c'est un projet qui est vraiment porté par Google. C'est-à-dire que Google, dans le cadre de la suppression à venir des cookies tiers dans Chrome, a décidé de proposer une solution propriétaire qu'ils appellent Privacy Sandbox. Et en fait, ce modèle, je vais pas y passer un temps extraordinaire parce que c'est un modèle qui est en construction. Aujourd'hui, rien n'est fait. Ça paraît quand même incroyable qu'ils annoncent arrêter les cookies à la fin de l'année, mais que rien ne soit prêt dès aujourd'hui. Toujours est-il que c'est la vérité. Et donc, pour le moment, il n'y a pas grand-chose à dire sur Privacy Sandbox, si ce n'est que ça sera vraisemblablement une des options proposées au marché. Le deuxième, ce sont les audiences contextuelles. A priori, vous devez être familier avec ce modèle de ciblage, parce qu'en réalité, c'est le modèle de ciblage de l'ensemble de la publicité offline traditionnelle. C'est le modèle qui consiste à afficher des publicités en tant qu'annonceur dans des univers qui sont connexes avec le produit que vous commercialisez. Typiquement, si vous voulez vendre des vélos électriques, vous allez essayer de mettre votre publicité sur des sites ou des articles qui parlent spécifiquement de vélos électriques ou alors des nouvelles mobilités ou alors de voitures électriques, de rester dans un univers de contenu qui est si ce n'est équivalent, au moins cousin, jumeau. Et dans notre univers, je vais mettre une pub sur le quotidien du médecin. Vous voyez, on est dans cette, ou sur InVivox d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on est je vais vraiment aller sur du contenu verticalisé. Voilà, c'est ce qu'on appelle les réseaux verticalisés. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, même si c'est, je pense, un produit formidable. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que ce qui est encore plus intéressant, c'est le modèle des identifiants de substitution. Et là, si vous voulez bien, je crois qu'on a une dernière question pour le sondage. Voilà la question. Ouais, pour la clarifier, ce qu'on veut dire sur si un laboratoire conditionnait l'accès à son site vitrine à l'enregistrement des coordonnées, ça veut dire, est-ce que projetez-vous dans une situation où vous essayez d'accéder à un site vitrine d'un laboratoire et est-ce que si jamais on vous bloquait l'accès en vous disant non, il faut s'inscrire, rentrer votre nom, prénom, adresse email, password, adresse, numéro de téléphone, etc. Alors qu'aujourd'hui, vraisemblablement, vous pouvez y rentrer de manière libre. Si on vous bloquait l'accès ou en tout cas on vous demandait de faire cet échange de valeurs, laissez vos coordonnées, comme le fait Netflix, Facebook, etc. Est-ce que c'est quelque chose que vous feriez ou non? Je ne sais pas si on a les réponses. Je passe mon chemin. Oui, exactement. C'est tout à fait, je pense, le comportement de l'immense majorité des internautes partout dans le monde. C'est qu'on n'a pas été habitué à s'enregistrer pour accéder à un contenu, surtout un contenu qui peut être assimilé à un contenu promotionnel. Voilà. C'est très, très difficile de générer des identifiants logués. Et donc, j'y reviendrai. Pourquoi est-ce que cette question était intéressante dans ce contexte? C'est parce qu'une des solutions sur laquelle le marché travaille, c'est essayer de faire tout ce qu'on faisait avec le cookie, le retargeting, le profiling, etc., mais en s'appuyant sur un nouvel identifiant. Et en fait, l'identifiant qui a le plus de stabilité, qui a des vertus pour être accessible à la fois dans le monde online et dans le monde offline, ce sont les identifiants déterministes du type adresse email, numéro de téléphone, nom, prénom, voilà. Voir la combinaison de ces trois éléments. Et finalement, ça consisterait à faire en sorte qu'un support publicitaire, donc un site, typiquement Facebook par exemple, qui a ce genre d'informations sur l'ensemble de ses utilisateurs, parce que Facebook, justement, force l'accès à son contenu au travers d'un login. Donc, en fait, toutes ces informations sont disponibles chez Facebook. Il faudrait qu'un support publicitaire comme Facebook accepte de partager ces données, ou en tout cas plutôt de croiser ces données avec un annonceur qui serait lui-même propriétaire de ces données. Et donc, ça arrive, aujourd'hui, dans le monde réel, ça arrive. Un exemple où ça se fait beaucoup, c'est lorsque vous allez
je sais pas moi, par exemple, prendre une carte de fidélité chez Carrefour et que vous enregistrez toutes vos courses à chaque fois que vous passez, bon, bah, pour avoir pris cette carte de fidélité, vous avez laissé des coordonnées, nom, prénom, adresse email, numéro de téléphone. Bon, bah, désormais, chaque fois que vous passez en caisse pour gagner des points Carrefour, ce qui se passe en réalité derrière le rideau, c'est que l'ensemble des articles que vous avez achetés en caisse viennent alimenter votre profil de consommateur Carrefour. Et moi, Fabien Magalon, quand ensuite je vais sur Facebook, Carrefour a probablement proposé une campagne publicitaire à Danone pour dire bon, Fabien Magalon, ça fait 6 mois qu'il a pu acheter de Danone, c'était un consommateur régulier, tu devrais peut-être essayer de le relancer. Voilà. C'est ce genre de choses qu'il est possible de faire à partir de ces identifiants. Vous voyez, ça marche bien, mais uniquement dans certains cas très particuliers où à la fois le support publicitaire et l'annonceur ont réussi à collecter ces identifiants. Dans l'univers médical, c'était un peu l'objet de notre question, on suppose que ce n'est pas quelque chose de facilement activable parce qu'en réalité, vraisemblablement, les laboratoires n'ont pas nécessairement toutes ces informations à propos des utilisateurs qui souhaitent cibler ou alors en tout cas pas à une scale suffisante. Et c'est là que peuvent intervenir des réseaux verticalisés qui enregistrent des logs. Donc, je sais que c'est le cas d'Invivox, où l'ensemble des praticiens qui viennent se former sont en fait contraints de se loguer. En fait, ce n'est pas une contrainte, c'est une obligation pour pouvoir accéder au juste contenu. Et donc, c'est un angle effectivement intéressant. Je pense, je ne sais pas si ça fait partie de votre service, Julien, mais c'est un angle de développement potentiel intéressant en réalité. Vous avez énormément de données sur vos utilisateurs, quels sont les contenus qu'ils consomment, quels sont les contenus médicaux qui les intéressent. Et vous pourriez très bien demain commercialiser des campagnes sur Facebook à destination de laboratoires parce que certains de vos utilisateurs ont consommé certains de vos contenus. C'est ce qu'on est déjà en train de mettre en place, c'est ce qu'on a déjà commencé à faire. Oui, c'est un produit d'avenir parce qu'aujourd'hui, il est déjà, je pense, intellectuellement, il est assez extraordinaire, mais dans un avenir proche, il sera en plus assez exclusif parce qu'aujourd'hui, ce sont des dispositifs qui sont encore possibles de créer via des stratégies de retargeting ou des stratégies de profiling qu'on a évoquées un peu plus tôt. Donc voilà, c'était pour ma part l'essentiel de ce que je voulais vous présenter. J'espère que ce n'était pas trop technique ou trop compliqué. Si je dois synthétiser une fois de plus, je dirais le marché est vraiment sur le point de changer. Pour autant, il y a beaucoup de solutions qui se créent. Vous, si vous êtes annonceur, ma recommandation, ça serait quand même de dès maintenant commencer à s'intéresser à cette problématique pour éventuellement tester différents dispositifs. Évidemment, le modèle traditionnel historique de la communication verticalisée contextuelle, c'est un modèle qui va rester. Il me semble que dans le chat, il y avait une question sur est-ce que c'était un modèle qui, d'un point de vue réglementaire, était autorisé. C'est absolument le cas, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun consentement nécessaire au ciblage contextuel, ce qui est logique, puisque finalement, le consentement il est nécessaire au ciblage individualisé. C'est bien ça que le RGPD protège. Mais après, si vous voulez afficher une pub pour, je ne sais pas moi, pour Télé Loisirs derrière, non, comment ça s'appelait enfin, peu importe, une pub pour Mercedes à l'arrière de Les Échos. Bon, ben voilà, c'est du ciblage contextuel. On va afficher une publicité sur Les Échos parce que Les Échos, c'est un carrefour d'audience qui adresse les CSP+, et qu'on pense que les CSP+, ils veulent acheter des Mercedes. Voilà. Donc ça, il n'y a pas de difficulté. Donc le contextuel, et après, ces stratégies innovantes autour des logins, etc., qui permettent vraiment de faire de l'hyper-ciblage et d'avoir des performances extraordinaires. Voilà. Est-ce que tu veux qu'on passe à quelques questions? J'ai l'impression qu'il y en a quelques-unes dans le chat. Oui, absolument. Oui. Merci beaucoup, Fabien. Ce que je vous propose maintenant, c'est de poser vos questions. On va les prendre soit dans le chat, soit vous avez l'icône Q&R qui permet de poser directement des questions. Alors, je vais les prendre dans l'ordre, dans l'icône Q&R. Alors, la première question, c'est, alors peut-être que il faudra la prendre à l'envers, mais comment cette disparition va impacter Google Analytics, par exemple? Est-ce qu'on va continuer de savoir qui sont les personnes qui viennent visiter nos propres sites et d'où viennent ces personnes? Alors déjà, c'est une excellente question et honnêtement, j'aurais pu l'anticiper. Je vais être honnête, je ne connais pas. Enfin, c'est sûr qu'il y a un impact. Attendez, je réfléchis. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient sur votre site, Google, je pense, Analytics va continuer à être capable de vous dire quelle est la source.
si c'était le sens de la question. Hein. Ouais, Voilà, d'où il vient, c'était l'essence. Voilà. Ensuite, la partie qui vient visiter mon site, déjà, ça sera plus compliqué. C'est-à-dire que je sais qu'aujourd'hui, Google Analytics, ils permettent de dire 70% d'hommes, 30% de femmes, par tranche d'âge, éventuellement par centre d'intérêt. Ça sera, je pense, plus disponible à terme. En revanche, la source, ce sera disponible. Et ensuite, en revanche, tout ce qui concerne la fréquentation on-site et l'usage on-site, ça restera exploitable. Parce qu'en fait, ça ne s'appuie pas sur un cookie tiers, mais ça s'appuie sur un cookie first party. C'est un élément que j'ai fait le choix de ne pas détailler dans la présentation parce que c'est vraiment technique et ennuyeux. Mais schématiquement, tout ce qui concerne la navigation de manière isolée, silotée à l'intérieur de votre site, ça vous continuerez à avoir de l'information à l'intérieur de Google Analytics, sauf si l'utilisateur n'a pas donné son consentement à la fenêtre de consentement que vous êtes censé lui proposer lorsqu'il arrive pour la première fois sur le site. Voilà. J'espère que ça répond à la question, mais schématiquement, c'est pas… oui, vous allez perdre de l'information. Non, c'est pas non plus le grand blackout. Voilà. Et je pense que le plus simple, là, c'est quand même de… Enfin, malheureusement, je ne suis pas hyper expert de Google Analytics. C'est un sujet encore un peu… C'est un sous-domaine dans notre industrie qui n'est pas mon expertise. Et je pense qu'il faut se tourner vers des blogs spécialisés sur Google Analytics. Le sujet doit être traité en long, en large et en travers, à mon avis. Alors Fabien, merci. Une question. On a parmi les participants énormément de personnes qui viennent de l'industrie, soit du dispositif médical, soit de l'industrie pharmaceutique. Et on a plusieurs questions sur concrètement comment on s'y prépare. Qu'est-ce qu'on fait pour justement gérer cette disparition annoncée des cookies? Est-ce qu'on fait appel à des sociétés spécialisées? Comment est-ce qu'on s'y prépare? En fait, objectivement, lorsqu'on est un annonceur du secteur de la publicité, enfin du médical, moi déjà, je ne sais pas exactement comment aujourd'hui vous opérez vos campagnes publicitaires, pour être honnête. Je ne sais pas. Donc, ce n'est pas mon expertise. Il faudrait que vous me disiez ce que vous faites, etc. Et en réalité, vraisemblablement, il y a des choses que vous faites aujourd'hui qui seront encore possibles. Donc, déjà, pas de panique. Tout ce qui concerne notamment la communication, je dirais, sur les grandes plateformes sociales ou sur les grands, sur les moteurs de recherche, schématiquement, tout ce que vous faites sur Google en achetant du trafic de mots-clés, c'est encore possible. Voilà, parce que là, on n'est pas du tout dans l'utilisation de la donnée personnalisée. On est vraiment simplement sur l'affichage d'un résultat à partir d'une sélection de mots-clés. Ce que vous faites sur Facebook à partir de la donnée Facebook, vous pourrez continuer à le faire, mais en fait, ce que vous ne saurez pas, c'est que c'est un peu moins efficace parce que la donnée que Facebook collecte sera elle-même un petit peu moins riche qu'elle ne l'était avant. Donc, en réalité, Facebook va continuer à vous proposer de cibler les internautes qui sont médecins dans la Creuse, mais en réalité, aujourd'hui, peut-être qu'il le fait très bien, demain, il le fera peut-être un peu moins bien. Mais en revanche, la fonctionnalité sera possible et la performance sera amoindrie dans vos… Voilà. Moi, si je devais donner un conseil, ça serait plutôt d'essayer de s'ouvrir justement aux nouvelles solutions, c'est-à-dire essayer d'explorer les dispositifs verticalisés médicaux. Donc, je pense qu'il doit exister des régies verticalisées sur le monde du médical. Ce que je veux dire par régie, c'est-à-dire des groupes médias verticalisés qui ne parlent que de médical ou alors des titres ou des sites Internet qui vous semblent pertinents pour votre marque. Voilà, moi, je me rapprocherai de ces partenaires-là, c'est-à-dire des gens qui sont capables d'agréger des audiences à partir d'un contenu exclusif de qualité, etc. Ils sont capables d'agréger des audiences qui sont des audiences que vous souhaitez cibler. Parce que ce seront demain des interlocuteurs très importants pour adresser efficacement vos audiences. Voilà. Après, les grands modèles type Google, Facebook sur étagère, ils vont être encore disponibles, mais ce qu'on est arrivé à faire de extrêmement sophistiqué, de manière un peu organique, grâce aux cookies tiers, demain, on ne pourra plus le faire. Donc, se rapprocher dès maintenant des grands acteurs de votre verticale et donc des grands médias producteurs de contenu qui agrègent des audiences. Moi, j'avoue que ce n'est pas mon expertise, je connaissais le quotidien du médecin, mais voilà, j'imagine qu'il y a plein d'autres médias qui sont voilà, donc je me rapprocherai d'eux pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut travailler sur une communication
comment ils peuvent devenir des supports pour la communication. D'accord. Alors, on a une question justement peut-être qui vient compléter ce que tu viens de dire de Paula sur justement le fait d'être logué. Est-ce que c'est quand même la solution numéro un, c'est-à-dire de récupérer les informations des personnes qui viennent visiter un site? Donc voilà, si on est un industriel de la pharma, de s'assurer à minima de récupérer les informations ou par exemple comme on le fait nous chez Indivox, toutes les personnes qui viennent chez nous sont loguées, hein, puisque quand elles s'inscrivent à des formations, elles laissent leurs informations pour recevoir un lien de webinaire ou bien en tout cas elles sont toutes loguées. Oui, moi je pense, je l'ai présenté on purpose, hein, c'est un très très bon modèle, c'est hyper efficace. Encore une fois, c'est même à mon avis beaucoup plus efficace que le cookie tiers, parce que le cookie tiers avait plein de défauts qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer, mais là l'avantage de l'univers logué, c'est qu'en réalité vous allez être capable, si vous en tant qu'annonceur vous avez été capable de vous dire Fabien Magalon, il faut absolument, je le connais. Je sais quels sont ses besoins et je connais son cycle de réachat de mes produits. Je vais être capable, à partir du fait d'avoir collecté des informations sur mon client, je vais être capable de l'adresser dans plein d'univers différents. Voilà. Mais ce qu'on anticipe, c'est que les annonceurs vont avoir énormément de difficultés en réalité à collecter des données. Parce que moi, Fabien Magalon, je vais laisser mes données justement au monde, parce que le monde, j'ai envie d'accéder à leur contenu. Je vais laisser mes données à Indivox parce que j'ai envie d'accéder à ces formations. Mais en fait, je ne vais pas laisser mes données à Danone parce qu'en fait, l'échange de valeur est beaucoup trop faible. C'est un peu ce qu'on a essayé d'illustrer en disant, quand je vais sur un site vitrine de laboratoire, est-ce que je vais laisser mes coordonnées? Vraisemblablement pas. Donc, en fait, si on se met à la place d'un annonceur, la bonne pratique, c'est d'essayer de choper, de capturer, de demander l'autorisation d'utiliser nom, prénom, adresse email, numéro de téléphone de tous ses clients potentiels. Mais en fait, dans le monde dans lequel on vit, personne ne va vous les donner. Donc, c'est là où je viens au fait qu'il faut en fait travailler avec des intermédiaires qui, eux, ont la légitimité pour accéder à ces données et qui vont en fait devenir des passerelles vers des ciblages supérieurs. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais c'est un peu, c'est un peu comme ça qu'il faut voir la mécanique. Évidemment, le meilleur modèle pour un annonceur, c'est de créer sa propre base. Et il y a des annonceurs qui vont y arriver. Je vous le dis, je ne sais pas moi, SNCF, vraisemblablement, ils ont beaucoup de leurs clients qui sont logués. Voilà. Mais après, quand on est dans la grande conso, dans d'autres modèles d'annonceurs, ça sera beaucoup plus compliqué. Et là, il va falloir s'appuyer sur des agrégateurs légitimes. Et je pense que tu as mentionné l'échange de valeur. C'est là que se fait le trade finalement, ou là que se fait le deal. C'est qu'on accepte de laisser nos coordonnées à condition que la valeur qu'on en retire soit la plus grande possible. Oui, absolument. Et ça, le meilleur moyen d'y réfléchir, c'est juste de faire une introspection empirique sur son propre comportement. Nous, en tant que consommateurs et utilisateurs internautes, on voit bien que il y a des moments où on ne va pas hésiter une seconde à s'enregistrer parce qu'en fait, on est très demandeur. Et je pense que ceux qui ont masterisé ça, c'est Facebook. Facebook, ils n'ont jamais lancé de site sans le log. En fait, on s'est naturellement logué parce que l'échange de valeur, c'était si je me log, je vais retrouver mes amis. Si je retrouve mes amis, on va partager du contenu en commun, etc. Et ça va me faire une expérience dans le fil d'actualité Facebook qui va être hyper riche, hyper personnalisé, etc. Et après, je dirais que dans ceux qui font du contenu, si vous réfléchissez bien, en fait, ceux qui réussissent à loguer leurs utilisateurs à partir d'un contenu, c'est ceux qui ont un contenu vraiment exclusif. Donc, nommément, aujourd'hui, les médias qui ont réussi à scaler, je parle de la grande conso, pas du marché médical évidemment, mais après on peut faire une analogie avec le médical, mais dans la grande conso, les médias qui ont réussi à agréger énormément de volume d'utilisateurs logués, en réalité, ce sont ce qu'on appelle dans notre secteur les broadcasters, c'est-à-dire en fait les chaînes de télévision qui font du replay et schématiquement parce qu'ils proposent la capacité d'aller regarder Koh-Lanta ou Danse avec les stars ou je ne sais quoi en replay et ils imposent que les gens s'enregistrent pour accéder à ce contenu. Ce contenu, il est exclusif, il est de qualité, il n'y a pas deux moyens d'y accéder, c'est la seule porte d'entrée. Donc, naturellement, ils arrivent à imposer cette barrière et cette friction à l'accès au contenu. Lorsqu'on est un support ou un site quelconque qui a un contenu qui n'est pas si intéressant que ça, c'est plus difficile d'agréger, de récolter des utilisateurs. Donc, effectivement, il y a un sujet d'échange de valeur et si vous avez de la valeur, les utilisateurs vont se loguer. Effectivement, si je fais une analogie avec le médical et Indivox, vos formations, elles sont exclusives.
ça ne paraît pas absurde quand même de s'enregistrer, de laisser ses préférences pour être sollicité sur les bonnes formations. Bon, naturellement, ensuite, vous avez la capacité de loguer tous vos utilisateurs. Voilà. Ce n'est pas une friction énorme. L'échange de valeur est bien compris. Peut-être une dernière question pour libérer tous les participants. Tu as beaucoup parlé de Facebook, mais en fait, ça s'applique à tous les grands réseaux sociaux. La dernière question qui est posée, est-ce que c'est la même chose sur LinkedIn, sur Instagram et tous les autres? Oui, absolument. Alors, j'ai un biais Facebook parce que j'ai travaillé chez Facebook, donc c'est vrai que j'ai un biais Facebook, mais oui, c'est exactement pareil. Enfin, déjà, Instagram, pour culture générale, c'est Facebook en fait. C'est une inclusion de Facebook. Instagram, c'est pas connu, mais en fait, ça appartient à Facebook. Et quant à LinkedIn, ça appartient à Microsoft pour information. Et oui, c'est pareil, c'est exactement pareil. C'est exactement pareil. Effectivement, LinkedIn, extraordinaire réseau social, notamment sur les problématiques B2B en termes de ciblage publicitaire. Et là encore, pour un certain nombre de choses que vous faisiez dans LinkedIn, et notamment la capacité à recibler les utilisateurs qui sont passés sur votre site, sur leur site, ça sera plus possible. Une des bonnes options, ça va être faire ce mapping, ce matching entre vos clients nom, prénom, adresse email et leur base qui est quasiment exhaustive où vous allez retrouver quasiment tout le monde, quoi. Effectivement, LinkedIn, dans votre univers, est probablement plus approprié. Je suppose que sur Indivox, c'est vraisemblable que les participants s'enregistrent avec leur adresse professionnelle, par exemple. Et donc, toi, tu vas les retrouver plus simplement sur LinkedIn que sur Facebook parce qu'ils sont plus souvent enregistrés avec leur adresse professionnelle sur LinkedIn qu'ils ne le sont sur Facebook, par exemple. Oui, absolument. Absolument. Bah, écoute, merci infiniment, Fabien, d'avoir éclairé nos lanternes sur justement la disparition des cookies tiers. Merci à toutes les participantes et à tous les participants. Je pense que c'est le moment de se poser la question, de réfléchir voilà, comment est-ce qu'on va faire de la promotion de nos contenus dans les années qui viennent. Et ben, merci Fabien de nous avoir donné. Il y a plein de questions auxquelles on n'a pas répondu. Je ne sais pas, Alors, tu veux que j'essaie d'y répondre vite fait? Écoute, de toute façon, avec grand plaisir, vas-y, je pioche dans les questions. Il y a une question sur Brave, qui est un nouveau navigateur qui protège la vie privée, qui en plus offre des crypto-monnaies, etc. Et qui dit est-ce qu'il est dans le top? Il est assez loin. Objectivement, c'est quand même un truc très, très confidentiel, même si c'est hyper intéressant, c'est très confidentiel. Donc, c'est très, très loin de ce qu'on a vu tout à l'heure en part de marché. Le contexte est-il réglementé? Non, justement, le contexte, c'est miraculeux. C'est le ciblage publicitaire dans le temps. Je ne sais pas trop comment l'expliquer. C'est logiquement pas réglementé au sens où il n'y a pas de risque pour la vie privée. Vous voyez, dans le ciblage contextuel, tout le monde va voir la même publicité sur ce contexte-là. Et je pense que la bonne analogie, c'est la presse. Quand vous prenez le 4e de couverture du Monde de ce matin, tout le monde a le même publicité, tout le monde a la même pub. Voilà, donc elle n'est pas personnalisée, elle est contextualisée dans l'univers du Monde. Je vois que les gens se répondent et tout, c'est très actif dans le chat. Les gens posent des questions, d'autres répondent. Laissons demander concernant le championnat. Absolument, mais en réalité, je ne sais pas qui pose la question sur la prochaine étape, sur le consentement. En réalité, c'est le même consentement qui est demandé pour les cookies ou pour les identifiants déterministes, c'est le même consentement. Donc, s'il n'est pas donné pour les cookies, il ne peut pas être utilisé pour les identifiants déterministes. Voilà, et comment Indivox compte exploiter pour aider la medtech? Bon, ça, je te laisserai y répondre, c'est plus ton sujet. Et quoi, quand on navigue sur un site sans accepter ni refuser, que se passe-t-il? En théorie, après il y a la théorie et la pratique. En théorie, quand vous arrivez sur un site et qu'il y a une bannière accepter, refuser, etc., et que vous ne faites rien, que vous êtes inactif, eh bien, il n'est censé rien se passer. C'est-à-dire que le site n'a pas obtenu le consentement pour collecter de la donnée personnelle et donc n'a pas le droit de collecter de la donnée personnelle. Et c'est uniquement après que l'utilisateur ait cliqué sur accepter que le site peut commencer à collecter de la donnée personnelle. Voilà. Après, ça, c'est la théorie parce que justement, ce que la CNIL reproche à beaucoup d'éditeurs à travers le monde, enfin en France et dans le monde d'ailleurs, c'est de ne pas respecter cette règle de base qui est que la collecte, que le consentement est préalable à la collecte. Voilà, la formule utilisée. Ce qui est logique. Il faut demander la permission avant de se servir. Voilà, je crois que j'ai un peu rapidement, mais en tout cas, essayé de faire le tour des questions que j'ai réussi à scanner.
Voilà, merci pour l'invitation et voilà, j'espère que c'était le plus clair possible sur un sujet intéressant mais un petit peu abstrait. Ouais, bah, en tout cas, merci justement de l'avoir rendu très concret et surtout de nous avoir fait comprendre concrètement ce qui va se passer, quelles sont les conséquences de la disparition de ces cookies, où on va passer finalement, si je comprends bien, à une promotion qui sera beaucoup plus généraliste, donc qui va dans le sens peut-être d'une certaine manière de la protection de la vie privée des utilisateurs. Mais voilà, l'âge d'or de la promotion ultra ciblée, ultra personnalisée s'éloigne un petit peu. Oui, vraisemblablement, ouais, absolument. Ce qui est probablement pour le mieux, for the better. Ça paraît, je pense qu'on a atteint un certain nombre d'excès et donc effectivement, on revient à un juste équilibre entre performance, efficacité publicitaire et protection de la vie privée des utilisateurs. Très bien, écoutez, merci infiniment à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à cette académie. Je vous rappelle, dans 2 semaines, le 17 février, je prends la parole, toujours au même horaire, à midi. Le sujet sera sur la création d'une académie pour fédérer vos clients, les professionnels de santé. Comment créer une académie? Comme d'habitude, je serai ultra pragmatique en 5 étapes. Comment, justement, on a théorisé aussi ce qui fait la réussite d'une académie, quel contenu, quelle régularité, comment diffuser le contenu et tout ça. Donc voilà, le 17 février, comme d'habitude, pour vous enregistrer sur nvivox.com, rien de plus simple. C'est toujours aussi simple et toujours aussi gratuit. Merci encore une fois, Fabien Magalon. Merci à toutes et à tous. Bon appétit et à très bientôt dans 2 semaines. Merci, au revoir.